Le cinéma n'est pas seulement un monde, mais c'est aussi un outil reflétant la situation politique et sociale du pays producteur du film. Et Henry Barakat, avec son héritage riche de 100 films, a évoqué énormément de situations politiques et sociales de son époque. Sa fille, qui était particulièrement liée à lui, comment voit-elle la situation politique de son pays? Comment voit-elle le tourisme dans son pays? Sa fille, la grande cavalière, liée en amour avec son cheval. Il s'agit de Randa Henry Barakat. Randa Henry Barakat, j'ai vraiment l'embarras du choix. Vous êtes la fille d'un grand cinéaste de valeur qui a laissé son empreinte et un héritage très riche pour le cinéma égyptien. Vous êtes une cavalière, vous vous êtes spécialisée dans un domaine particulièrement difficile qui est le dressage de chevaux et aussi vous travaillez dans le domaine du tourisme. Donc, je pense par intuition que je commencerai plutôt par votre relation exceptionnelle avec vos chevaux, parce que c'est une relation très particulière et c'est un domaine apparemment qui est pour vous très fascinant. Comment ça a commencé cette fascination pour les chevaux? Regardez, je vais être très honnête avec vous, j'ai toujours eu la fascination du cheval. Le cheval, c'est l'animal roi par excellence pour moi. Enfin, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes aussi, pas pour moi seulement. Quand j'étais petite, nous étions très souvent en contact avec les chevaux. Papa avait des écuries de course. Et nous allions prendre des carottes, jouer avec les chevaux, faire courir les poulains et tout ça. Donc, j'avais déjà le contact, le premier contact avec la bête. Arrivé à un certain âge, je faisais ce que tout le monde fait, je prenais un cheval et j'allais courir jusqu'à Sahara City, dans le désert. Et c'était cette sensation de liberté et d'évasion extraordinaire que ça vous donne quand vous partez, vous êtes vous et le cheval et le désert et l'infini ouvert devant vous. Les jours ont tourné et puis j'ai rencontré des amis à mes parents qui avaient une écurie de dressage pas très loin de chez nous, pas de dressage, de saut d'obstacle. Et ce monsieur s'est proposé de m'apprendre à m'asseoir convenablement sur le cheval et à prendre les bases. Bon. Pour parler de bases, ce n'était pas exactement des bases parce que c'était un cavalier qui montait aussi par instinct. J'ai commencé à faire des petits sauts d'obstacles et jusqu'au jour où j'ai décidé d'acquérir mon propre cheval. J'ai acheté un petit cheval baladi, un cheval arabe. Et malheureusement, ce n'était pas le cheval qu'il me fallait. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à faire des sauts d'obstacles à petite hauteur. Mais je n'avais pas le cœur. Vous savez, il faut un cœur très fort pour pouvoir sauter, surtout dans les grandes hauteurs. Je dis toujours, devant l'obstacle, on jette son cœur et on va le récupérer de l'autre côté. Ben, moi, je gardais mon cœur de ce côté. Donc, comme je n'avais pas des chevaux de grande qualité, le cheval s'arrêtait et j'ai commencé à avoir un conflit. Je commençais à avoir un manque d'assurance, un manque de confiance en moi, parce que ça s'attrape très vite, le manque de confiance. À l'époque, il n'y avait pas de dressage en Égypte, pas du tout. Ou c'était tout à fait quelques cavaliers, tout à fait inconnus. Avec le temps, j'ai continué donc à monter ces petits chevaux, mais je lisais beaucoup, je voyais beaucoup de vidéos sur les cavaliers, et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait une autre discipline équestre qui s'appelait le dressage, mais je ne savais pas l'approcher, je ne savais pas comment approcher cette discipline. Doucement, doucement, la fédération a commencé à vouloir instaurer le dressage en Égypte sur une base tout à fait élémentaire, donc l'ABC, si vous voulez, l'école primaire de l'équitation. Et ça m'a attirée. Ça m'a attirée parce que c'était nouveau, parce que c'était un tout petit peu ce que je voulais faire. Et je me suis dit, pourquoi pas, puisque j'ai perdu mon cœur
dans le saut d'obstacle, pourquoi ne pas essayer? Je suis toujours avec le cheval, donc c'est dans la ligne des choses. Ben, laissez-moi vous dire que le dressage, je pense aussi pour le saut d'obstacle, mais comme je ne suis pas arrivée dans les grandes hauteurs, donc je ne peux pas généraliser, mais le plus vous apprenez et le plus vous voulez apprendre, donc on revient, si vous voulez, à un autre thème qui est la culture n'a pas de plafond, plus on sait et plus on avance et plus on veut avancer. Je montais une jument particulièrement désagréable. C'était une jument arabe qui couchait les oreilles dès qu'un cheval approchait d'elle, qui ruait, qui était difficile, qui avait la bouche dure, enfin tous les éléments, pas pour aider au développement du sport comme discipline de dressage. Quelques années par la suite, j'ai continué comme ça pendant quelques années. Je faisais de la compétition, mais c'était vraiment très élémentaire. Quelques années plus tard, j'ai l'occasion, je décide que, bon, ça suffit maintenant, j'ai assez monté de chevaux arabes, il me faut un grand cheval parce que c'est un autre plaisir. Et je décide de m'offrir un grand cheval. J'achète un cheval hollandais qui devait avoir dans les 13 ans. Et je passe, si vous voulez, aux études secondaires. Si vous voulez, si ça peut vous aider à segmenter un tout petit peu l'échelonnement de l'entraînement. Mon second cheval, donc ce cheval que j'achète, je dois reconnaître qu'il m'a propulsé dans une autre dimension. Entre-temps, le dressage commençait à prendre une certaine allure en Égypte. La fédération commençait à s'intéresser, à nous faire des compétitions et à former des juges. Et donc, on était beaucoup plus stimulés. Nous étions un tout petit groupe, très embryonnaire. On était beaucoup plus stimulés pour développer cette discipline. J'ai gardé ce cheval, je l'ai toujours d'ailleurs. Il est à la retraite maintenant, il fait 22 ans. J'ai gardé ce cheval jusqu'à je l'ai monté en fait jusqu'à l'année passée. J'ai été très gâtée par lui parce que c'est un cheval où à chaque compétition que je descendais, je devais automatiquement revenir avec un prix. Il était placé parmi les 3 premiers. Il était vraiment, il avait un caractère extraordinaire, il a toujours un caractère extraordinaire et il m'a rendu chaque seconde que j'ai passée avec lui. Mon entraîneur me dit, écoute, ton cheval commence à prendre de l'âge, il faut que tu penses à assurer la relève. Je dis très bien. Et je commence à penser à m'offrir un vrai cheval de dressage, un vrai de vrai, donc avec un pedigree de père en fils, de grand-père à grand-mère, tout le pedigree nécessaire. Vous savez, ce sont des lignées. Vous savez, des chevaux de dressage, puis il y a des chevaux d'obstacle, puis il y a des... Okay. Et je pars en Europe et je retourne avec mon second cheval. Et là, c'est toute une autre histoire. Parce que c'est une bête qui est excessivement intelligente et le rapport qu'il y a avec lui, c'est une autre dimension. J'aimerais aborder avec vous maintenant le monde d'Henri Barakat, le grand cinéaste, parce que le cinéma n'est pas une carrière comme les autres. Comment avez-vous vécu la carrière de votre père? Comment j'ai vécu la carrière de mon père? Mon père, c'était mon père, que j'adorais. J'avais une adoration folle pour lui, parce que c'était une personne d'un calibre d'intelligence extraordinaire, d'une culture très vaste, d'une tolérance à nul point pareil. Sa carrière, j'étais très fière de lui, j'étais toujours très très fière de lui, je le suis toujours d'ailleurs. Mais pour moi, c'était son métier. C'était un métier comme un autre. C'est-à-dire, c'est pas que je m'enorgueillais parce qu'il était dans le monde du cinéma avec Madame X ou Monsieur Z. Non, c'était son métier. Ça n'avait pas d'autre explication pour moi. Le cinéma en lui-même est une carrière qui est fascinante. Ce n'est pas une carrière commune, c'est le monde du cinéma. Et dans quelle mesure ce monde a eu un impact sur votre vie personnelle, votre vie familiale? Nous allions souvent avec lui au tournage.
Jeanne et moi, Jeanne c'est ma sœur, je dis souvent nous sommes nés sur un plateau de tournage parce qu'on adorait aller avec lui quand il tournait. J'étais toujours très impressionnée par sa façon de gérer les choses parce qu'il était d'une nature extrêmement calme. J'ai jamais entendu mon père hausser la voix à la maison, jamais, 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 ni sur un plateau de tournage. Il attendait, calme, paisible, en paix avec lui-même. Il nous a appris à regarder le cinéma comme un moyen d'expression de l'art et il nous a donné une vision tout à fait différente c'est-à-dire que c'est normal, je pense que si mon père avait été médecin, j'aurais regardé le corps humain d'un œil tout à fait différent aussi. Mais certainement que il nous a beaucoup aussi aidé à évaluer le film à sa juste valeur, c'est-à-dire, je suis souvent à la télévision et je regarde. Non, je ne suis pas souvent à la télévision. Je ne me mets pas à la télévision parce que je n'aime pas la télévision. Je suis mieux avec mes bouquins. Mais quand je regarde la télévision, quand je passe, quand maman regarde mon degré d'acceptation de l'œuvre que je vois est très exigeant. Vous regardez avec l'œil d'un expert. Voilà. Pas avec son œil, parce que là, il aurait vraiment mis le holà, mais certainement un œil très scrutateur et très méticuleux. Et non, 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 non. Ah, ça c'est bon. C'est-à-dire sur 10 ou 12, c'est un que je veux. C'est un monde qui n'est pas comme les autres, les horaires de tournage, les exigences de cette carrière. Est-ce que ça s'est reflété sur votre vie de famille? On n'a jamais rien senti. Jamais rien senti. La cellule familiale était tout à fait préservée et loin de toutes ces marées hautes et ces marées basses qu'était le cinéma. Rien, jamais, 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 jamais. Des fois, il devait peut-être tourner durant Tournage toute de la nuit. nuit, tournage fait le fègre, rien. Rien, rien, rien. Mais ça, c'était lié à sa nature. Hein. Il avait une nature qui était tellement belle et tellement, non seulement sensible, mais tellement fine et réservée que ça ne perturbait pas notre vie à nous. Vous avez eu une enfance heureuse? Très heureuse, très heureuse, très heureuse. Comment se fait-il que vous n'avez pas travaillé dans le domaine cinématographique? Je crois que lui ne voulait pas que nous rentrions dans ce domaine trop sans lui. Ma sœur a travaillé avec lui comme script assistante donc, pendant de longues années. Je crois qu'elle a fait avec lui 12 ou 15 films, mais essentiellement avec lui. Je pense qu'il ne voulait pas qu'elle s'expose à d'autres contacts. Et c'est quand il a commencé à ralentir sa carrière de metteur en scène avec l'âge, qui lui a dit de commencer à chercher une carrière en parallèle et de s'éloigner donc du milieu du cinéma. Donc il ne voulait pas que vous vous exposiez à ce monde? Pas vraiment, pas vraiment. C'est maintenant moi, maintenant que lui n'est plus, c'était comme si c'était une barrière un tout petit peu parce que j'avais trop de respect pour lui pour enfreindre ses désirs, que j'ai envie de travailler dans le cinéma. Maintenant, à mon âge. Randa Barakat, est-ce que vous êtes toujours en contact avec les éléments de ce monde cinématographique jusqu'à présent? Très peu de gens, certainement Madame Fatten, parce que c'était une relation tout à fait particulière avec papa. Et nous avons une amie à nous qui est metteur en scène, Inès Edriti, qui est la grande amie de ma sœur. Et par téléphone de temps en temps, pas particulièrement les acteurs, mais les gens qui ont travaillé avec lui, c'est-à-dire son assistant, Kamal El-Hommoussani, Anayat Essaïs, qui lui faisait le montage de ses films. On reste en contact par téléphone chaque quelque temps, on s'appelle, et comme ça, mais
mais pas vraiment. Est-ce que le fait d'être la fille d'un grand cinéaste a développé chez vous un esprit critique par rapport aux films qui sont exposés à présent? C'est sûr, tout à fait, tout à fait. Très peu de films arrivent à me convaincre. Très très peu, parce que je suis très demandante et papa a aiguisé en moi cet œil critique de voir un acteur quand il joue et un acteur quand il performe et un acteur quand il n'est pas honnête dans sa performance. Ça se sent tout de suite quand je vois un acteur qui rate son shot parce qu'il a joué. Il n'a pas travaillé avec son âme dedans. Et dans ce cas, c'est la faute de qui? De l'acteur ou du réalisateur? Du réalisateur. Du réalisateur. Prenez un bon réalisateur, un bon scénario, ok, et si le réalisateur est compétent, il va faire sortir de l'acteur le meilleur de lui. Mais ce que nous voyons maintenant, c'est des scénarios qui ne tiennent pas debout, une mise en scène ridicule, où la plupart du temps les gens pour parler se mettent debout, mais soudainement, je n'arrive pas à comprendre. Enfin, je ne veux pas m'étendre sur ces et donc, automatiquement, l'acteur n'est plus... il performe à la va comme je te pousse, et personne n'est là pour lui dire ou tu me donnes quelque chose de plus palpable ou tu rentres chez toi. Est-ce que vous trouvez que les films qu'on appelle de Muqawalat, parus durant les années 80, ont fait que le cinéma a pris un peu de recul à cette époque, ou est-ce qu'ils ont affecté un petit peu cette industrie? Certainement. Certainement. Et je déplore un tout petit peu tout ce qui s'est passé parce que l'art, c'est l'art qui doit entraîner la population et qui doit éduquer la population. Et ce n'est pas la population qui doit entraîner l'art vers une déchéance artistique. C'est-à-dire que je suis un bon metteur en scène, je dois continuer à donner des œuvres clés dans le cinéma égyptien, des œuvres marquantes dans le cinéma égyptien, des œuvres qui ont un message et qui veulent, qui représentent quelque chose pour éduquer la masse, même si commercialement le film ne rapporte pas. Et pas l'inverse. C'est pas moi qui dois me plier, moi en tant que cinéaste, ou moi en tant qu'acteur, ou moi en tant que scénariste. C'est pas moi qui dois me plier à la demande d'une population ignorante qui veut rire de farces ridicules, vulgaires et pas du tout à la hauteur du cinéma égyptien. Vous travaillez dans le domaine du tourisme. Comment évaluez-vous le tourisme un an ou plus après la Révolution? Triste, c'est très triste. C'est très très triste et c'est bien dommage. Le tourisme, nous avons un pays qui est tellement riche à tous les points de vue. Nous avons une côte, du côté d'Alexandrie et de Marsa-Matour, qui est une beauté extraordinaire. Nous avons la mer Rouge, nous avons la Haute-Égypte, nous avons un patrimoine extrêmement riche. Et le tourisme en lui-même est c'est la seconde ressource du pays. Nous sommes sans travail depuis 1 an et demi. Nous voyageons, nous allons dans des pays qui n'ont rien, absolument rien, et qui ont réussi cependant à se créer une propagande touristique, que ce soit le tourisme du shopping ou autre. Alors que nous avons tout pour être le pays numéro 1 dans ce domaine. Qu'est-ce qui cloche chez nous? Je vais vous dire qu'est-ce qui cloche. Ce qui cloche, c'est que souvent, notre peuple, avec toute la tolérance et le regard d'affection que je porte à mon peuple, nous pensons toujours que nous sommes les meilleurs. Nous ne sommes pas les meilleurs. C'est quand on pense qu'on est le meilleur qu'on perd tout ce qu'on a fait pour être le meilleur. Je ne suis pas la meilleure. La pyramide qui englobe le monde du tourisme a besoin d'être rééduquée et refaçonnée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai des bazars en Haute-Égypte pour vendre des statuettes et des parfums et des huiles et que je dois harceler mon touriste. Et ça, c'est une éducation. Et ce n'est pas parce que Ramsès II était mon ancêtre
que je peux me dire, nous sommes. Non, nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas. Nous pouvons être. Moi, j'ai voyagé dans, je ne voyage pas beaucoup, mais dans beaucoup de destinations touristiques. Et je vois avec quel respect et déférence la population traite les touristes. Je ne peux pas traiter mon touriste pour qu'il rentre à l'hôtel et dire « Ah, je me suis fait arnaquer ». Je ne peux pas, parce que de bouche en bouche, ça va faire une très mauvaise réputation. Je ne peux pas, je ne dois pas être, je ne sais pas comment vous expliquer, je ne dois pas être obséquieuse, je ne dois pas être, je dois être moi. Je suis égyptien, c'est mon pays, vous êtes les bienvenus, mais je dois garder ma dignité. Je ne peux pas perdre ma dignité et me jeter au pied du touriste et le harceler et essayer de lui vendre une marchandise qui n'est pas appropriée, ou essayer de me moquer de lui vendre deux au prix de un, au contraire au prix de... Vous savez? C'est vrai qu'il y a certains phénomènes, mais est-ce qu'ils sont aussi répandus que ça? Ils sont répandus. Pourquoi je dois recevoir un guest comment où on me dit que le client a été arnaqué par les propriétaires de bazar? Pourquoi le client doit se faire arnaquer par le chauffeur de fiacre? Il a besoin de travailler, mais je suis là pour te donner de l'argent. Moi, je vais te donner de l'argent. Pourquoi tu me demandes? Il ne faut pas... on a besoin de civilité. C'est mon point de vue, je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais c'est ce que je vois. Landa Barakat, comment vivez-vous les circonstances par lesquelles le pays passe à 1 an et demi de la Révolution? Avec beaucoup de peine. Je suis très inquiète pour le pays. J'étais très fière les 18 premiers jours, c'était... On jubilait tous. Mais la tournure, compris les événements, m'attriste et je suis inquiète. Je suis inquiète pour demain. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous inquiète? La révolution a été faite pour accéder à la liberté et pour que nos institutions, un pays démocratique. Nous sommes très loin de la démocratie et nous allons vers un fascisme religieux qui va ramener le pays des années en arrière si la population ne prend pas position. Nous n'avons pas fini d'un dictateur pour tomber dans un autre. Et malheureusement, c'est la tendance que je vois maintenant. Je suis inquiète. Comment voyez-vous la femme égyptienne à présent par rapport à la manière dont elle est représentée à la vie politique ou sociale? Est-ce qu'elle a pris du recul par rapport à ce qu'elle a requis auparavant? Il y a eu et il y aura encore plus si nous continuons sur cette base. Il y a eu un recul et il y aura encore plus si nous continuons sur cette base. Je sais qu'il y a une poignée de femmes qui se battent comme des bêtes, des intellectuels, des activistes qui se battent pour la liberté de la femme, pour sa place dans le pays, pour sa place au soleil, pour ses droits. Mais il y a un courant contraire qui est très très fort et je pense que la femme va perdre du terrain. Mais à 1 an et demi de la Révolution, est-ce que vous trouvez que ce courant commence à prendre du recul, qu'il y a eu une prise de conscience de la part même du petit peuple, ou est-ce que ce courant est toujours en vigueur? Vous pensez une prise de conscience soudaine? Ils n'ont pas vu la performance requise. C'est possible, mais je pense que la réaction de cette prise de conscience doit être beaucoup plus forte, c'est-à-dire c'est trop lent, c'est-à-dire si nous voulons regagner notre place au soleil de nouveau, nous devons agir beaucoup plus vite et d'une façon beaucoup plus accentuée. C'est pas assez écouté, c'est pas assez écouté. C'est comme cette attaque qu'il y a eu pour Adel et même. C'est quoi ça? C'est aberrant. C'est aberrant. Est-ce que vous pensez que ça va affecter les écrivains et les cinéastes? Je pense qu'il y a une prise de position très forte qui a été faite. Il y a une ligne rouge qu'ils ont atteinte. Je ne sais pas, j'espère qu'ils ne vont pas la dépasser.
Mais certainement qu'il y aura, si nous continuons sur la route vers laquelle malheureusement je vois que nous allons, il y aura un changement dans beaucoup de formes d'art. Et cette ligne rouge, cette réaction, cette prise de conscience qui surgit du coup de par la nature du peuple égyptien qui est rebelle, qui n'aime pas se compromettre trop à des exigences, vous ne pensez pas que ça va nous protéger? Vous savez, le peuple est fatigué. Hein. Le peuple, après 1 an et demi, maintenant nous rentrons bientôt au mois de juin, ça fera 1 an et demi que la révolution a eu lieu. Le peuple est fatigué et le peuple a faim. Et le peuple a besoin de sécurité et de stabilité pour que le travail reprenne, pour que les gens puissent vivre normalement. Nous n'arrivons pas à vivre, ce n'est pas, c'est-à-dire, nous sommes stressés d'une façon extraordinaire. Nous sommes tout le temps accrochés à la télévision et à écouter des talk shows. Et ensuite, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. Et d'après vous, comment est-ce qu'on pourrait espérer à une reprise de l'élan touristique? Tant qu'il n'y a pas de stabilité, tant que le pays continue à avoir du sang dans les rues, j'espère qu'avec les élections présidentielles, le pays va se stabiliser. Ce tsunami qui est en train de faire bouger toute l'Égypte va calmer les choses un peu. Le tourisme, mais c'est au-delà de 10 millions de gens qui travaillent dans le secteur du tourisme. C'est le type qui vend la bouteille d'eau qui travaille dans le tourisme. Et que deviennent ces gens après Mais ça? ils crèvent la faim. Ils crèvent la faim. Il n'y a pas une maison maintenant, s'il y avait 2 salaires, il n'y a pas une maison où il n'y a pas un salaire qui tient. Parce qu'il y a quelqu'un qui est jobless. C'est énorme. C'est énorme. Tous ces bateaux sur le Nil qui sont arrêtés, le type qui vend les billets d'entrée à l'entrée des temples. De quoi nous parlons? Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte dans quel désastre nous sommes. Et je ne vois pas, je plains le ministre du Tourisme en attendant, mais je ne vois pas qu'ils ont l'air de se préoccuper outre mesure de ce secteur essentiel dans l'économie du pays. Si le grand réalisateur et cinéaste Henri Barakat était toujours parmi nous aujourd'hui, qu'aurait été sa prise de position par rapport à cette révolution? Très fier, mais définitivement déplorant les contre-courants qui essayent de voler la révolution. Définitivement. Donc une question qui pourrait paraître tout à fait banale d'après ce que vous avez dit, Randa Barakat, vous êtes optimiste ou pessimiste? Je dois garder mon optimisme parce que si je ne garde pas mon optimisme, je vais perdre mon envie d'aller de l'avant. Mais je suis inquiète. Randa Barakat, nous plonger dans votre monde était un plaisir pour nous. Nous avons découvert beaucoup d'aspects, beaucoup de secrets. Merci. Merci. Et enrichissant. Merci. Merci. Merci.